Bonjour à tous. Donc, nous continuons cette première partie du cycle des leçons du mardi qui était régulé, public, privé. Donc, je vous rappelle, donc, on a eu en introduction Yves Dauge qui a parlé de la question des villes-centres et puis très vite ça a dérivé sur la question des périphéries et de la régulation notamment du commerce entre le centre et la périphérie. La semaine dernière, donc, Jean-Luc Poitvin qui a parlé de beaucoup de logements en macroéconomie, enfin un peu à tous les niveaux, qui je trouve était assez très intéressant et formateur, y compris des débats actuels. Et aujourd'hui, donc, on a le plaisir d'accueillir Jean-Noël Carpentier, qui est maire de Montigny-les-Cormeilles. Évidemment, dans un site qui s'intéressait à la politique, il faut entendre les maires. Les maires sont des gens extrêmement importants en France. Il va y expliquer sur quoi il décide des choses et sur quoi il ne décide pas et sur quoi il n'arrive pas à décider. Donc c'est vraiment un sujet central. Et notamment, donc juste un petit mot personnel. Il se trouve que donc moi j'avais commis le livre La vie de franchisé. Et donc Pierre Mansat, qui était un adjoint de la ville de Paris, enfin, un célèbre adjoint qui s'occupe de la question de la métropole, qui était ami de Jean-Noël Carpentier, il nous a mis en contact parce qu'il y a un énorme sujet d'urbanisme commercial à Montigny-les-Cormeilles dont on va parler quasiment la moitié du temps cet après-midi. Et donc on a commencé à travailler ensemble depuis quelques années en essayant de transformer un grand axe commercial et de le faire muter avec un certain nombre de difficultés très concrètes et avec beaucoup d'engagement de sa part, ce qui n'est pas si fréquent que ça dans les questions d'urbanisme commercial. On verra pourquoi tout à l'heure. Voilà. Et de là, on s'est amusé à commettre un petit témoignage qui s'appelle « Le maire, l'architecte de centre-ville et les centres commerciaux » qu'on a, comment on appelle ça, auto-édité. Voilà. On s'est beaucoup amusé à faire ça en quelques semaines, et qui sont un témoignage croisé qui reprend un célèbre titre, L'architecte, le maire et la médiathèque. Ça, c'est pas très original, mais qui raconte un peu notre expérience de façon très, très directe. Et là aussi, c'est des témoignages, notamment, enfin, moi, j'ai l'habitude de parler assez franchement sur les questions des problèmes d'urbanisme commercial, mais c'est plus difficile d'avoir des témoignages de maires directs pour toute une série de questions dont on va parler. Voilà. Donc, l'idée, c'est que Jean-Noël présente à Montigny-les-Cormeilles. C'est quoi le travail d'un maire à Montigny-les-Cormeilles, ville de banlieue? Donc c'est pas du tout une centre-ville, c'est pas du tout une métropole riche. Et donc c'est quoi le problème d'être maire dans une... Puis il a été député dans la période dans la législative avant. C'est quoi le travail de maire et de député-maire dans des communes où il y a beaucoup de difficultés et de souffrances sociales, comme on dit. Et donc c'est tout un aspect très important, évidemment, de son travail. Et puis, il y a la question du projet urbain, qui nous intéresse évidemment forcément, et des difficultés à le mettre en œuvre. Donc, une première partie, ça va être ça. Maire à Montigny, ensuite le projet urbain de Montigny, et puis on reviendra sur... moi, éventuellement, je réinterviendrai sur le projet qu'on essaie de faire en termes plus urbanistiques. Voilà, merci. Merci David. Bonjour à toutes et tous. Bon appétit pour ceux qui n'ont pas encore déjeuné. Écoutez, je suis très heureux d'être là dans cette école prestigieuse, m'a-t-on dit. C'est un exercice auquel je vais me livrer, dont j'ai pas trop l'habitude. On a l'habitude de parler en public lorsqu'on est élu, mais pas forcément à donner des conférences. On essaye plutôt de persuader lorsqu'on est élu, lorsqu'on parle au public. Bon, ben là, je vais pas essayer de vous persuader, je vais essayer de vous faire part d'une expérience et d'avoir un échange avec vous. Vous dire que c'est par amitié pour David que je suis venu jusqu'à chez vous, parce que ça fait loin de chez moi, Montigny-les-Cormeilles, ça fait même très très loin. Et effectivement, on s'est connus avec David il y a quelques années, c'était en 2011, je crois, de mémoire, 2011, David. Je regardais la télé, c'était Envoyé spécial, alors vous étiez jeune déjà à cette époque, Envoyé spécial, et c'était Benoît Duquesne, qui présentait, paix à son âme, il est décédé entre-temps, Benoît Duquesne qui faisait un reportage sur la France moche. Bon, très bien, j'ai regardé et je vois votre prof qui intervient, qui est l'un des invités principaux. Tu étais sur le siège rouge là de l'émission, et donc David parle des évolutions des centres commerciaux, parle du besoin de rénover. Le siège rouge n'était pas n'importe où, il était sur quelque chose de très cher à Éric Alonso, le plus grand rond-point
de France, c'est-à-dire celui de l'Étoile. Il avait installé à côté de la tombe du soldat inconnu son fauteuil rouge, et on parlait des giratoires et de toutes ses conséquences. Et donc, il disait plein de choses intéressantes, évidemment, vous le connaissez. Et donc, je me suis dit, mais c'est ce gars-là qu'il me faut à Montigny-les-Cormeilles avec tous mes problèmes. Et donc, j'ai essayé de le contacter, j'ai appelé mon ami Mansa, et puis il nous a mis en relation. Et puis donc, j'ai exposé les problèmes de Montigny-les-Cormeilles à David, ces problèmes avec le commerce, le grand barreau commercial de la Patte-d'Oie d'Herblay, peut-être que vous connaissez la Patte-d'Oie d'Herblay, là où il y a plein de successions de boîtes à chaussures. Et donc, j'ai expliqué à David que je voulais créer un centre-ville. Et là, il m'a regardé. Il m'a dit, ça va être difficile et très long. Et effectivement, c'est difficile et très long puisque ça fait déjà 5 ans qu'on travaille ensemble. Alors, Montigny-les-Cormeilles, c'est une ville de 22 000 habitants. Dans le Val d'Oise, c'est dans l'image. Et c'est une petite ville très sympathique. Je vais vous en dire 2 mots un peu plus. Mais simplement, donc, pour finir de me présenter, donc je suis un militant politique depuis ma jeunesse. Moi, j'ai commencé à militer, un militant de gauche. J'ai commencé à militer dès le lycée, en quelque sorte, avec à l'époque Devaquet et compagnie. Et j'ai continué à la fac à militer, où j'ai eu le bonheur de rencontrer mon épouse en militant ensemble dans un syndicat étudiant. Bref, c'est toute ma vie, quoi. C'est toute ma vie. J'ai en même temps exercé évidemment des activités professionnelles et que j'ai continué d'ailleurs à exercer durant mon mandat de maire. Et donc, j'ai été à la fac. Je suis issu d'un milieu populaire. Moi, j'ai grandi dans une cité HLM. Je suis parti à 19 ans de chez mes parents. En même temps que j'étais étudiant, j'ai pris mon envol. Et puis, j'ai fait un cursus scolaire moyen, disons, avec une licence d'histoire. Et j'ai eu un bac G2. Donc, ça correspond au bac de comptabilité aujourd'hui, je ne sais plus comment ça s'appelle. Bref, c'est un bac technologique. Voilà. Je vous explique tout ça pour bien voir qu'on peut devenir maire et député en ayant fait des études techniques et technologiques. Ça n'empêche pas de réfléchir et de faire marcher la réflexion. Donc, depuis 2009, je suis maire de Montigny-les-Cormeilles. J'ai succédé à Robert Hue. Vous êtes jeune pour le connaître correctement, mais enfin un petit peu. Il a été secrétaire national du PCF, et puis il a quitté entre-temps le parti communiste il y a déjà plusieurs années. Nous sommes très liés, nous sommes très amis, et donc on a fait un changement de maire au cours du mandat de 2008 à 2014. Donc je suis devenu maire en 2009. Entre-temps, j'ai été député en 2012. De 2012 à 2017, j'ai soutenu François Hollande et j'ai décidé de ne pas me représenter en 2017 parce que je trouve que la fonction de maire est certainement le plus beau des mandats. Certes, c'est un mandat moins prestigieux que le mandat de député. Vous avez la carte de député dans la poche, vous allez partout. Vous avez le droit de rentrer dans une prison. Vous arrivez devant la prison, vous montrez votre carte de député, ils sont obligés de vous ouvrir. Bon. Mandat de député, c'est le plus prestigieux. Vous êtes reconnu par toutes les autorités locales, par les préfets, les sous-préfets, mais le travail quotidien ne se voit pas forcément. Alors certes, vous êtes à l'Assemblée nationale, certes, vous êtes dans les couloirs, comme on dit, du pouvoir, mais dans une assemblée, je m'excuse de cette franchise, David, mais dans une assemblée de 577 députés, je peux vous dire qu'il n'y a pas énormément de députés qui comptent. C'est encore les partis qui tiennent les choses, et donc on peut dire que quelques dizaines simplement de députés font la pluie et le beau temps avec l'exécutif, parce qu'en France, on a quand même un problème de déséquilibre entre les pouvoirs. Je considère, et nous sommes nombreux à le considérer, que le gouvernement, que l'exécutif a trop de pouvoir par rapport au législatif. Près de 90% des lois qui sont votées émanent d'abord de l'exécutif. Donc c'est un problème aujourd'hui pour notre démocratie et il faut le traiter. C'est en cours puisque Emmanuel Macron
se propose avec d'autres. Donc j'ai pas voulu être candidat de nouveau, pourtant j'avais l'investiture du président de la République, puisque j'ai soutenu Emmanuel Macron dès le premier tour. Moi j'avais peur, j'avais la frousse d'un duel Le Pen-Fillon. Je vous parle franchement, hein, votre colloque, c'est la politique et la ville. Donc bon, moi je sais faire que de la politique. Et donc c'est pour ça que j'ai souhaité moi, soutenir dès le début Emmanuel Macron pour éviter ce duel Fillon-Le Pen. Et donc j'ai souhaité poursuivre mon mandat de maire. J'ai soutenu une amie de mon mouvement, de mon petit mouvement, qui était candidate aux législatives, à qui j'ai demandé d'être candidate, et elle a gagné. Et elle habite, elle aussi, Montigny-les-Cormeilles. C'est une jeune femme, et je suis très fier d'avoir réussi cela, et très content de son travail. Alors, ce choix, certains élus vous disent c'est un crève-cœur d'abandonner un des mandats. Bon. Ben, la loi du non-cumul, je trouve, moi, que c'est une bonne chose. C'est une bonne chose parce qu'on ne peut pas tout faire dans la vie. Et c'est pas vrai qu'on fait tout bien lorsqu'on est député et maire. Surtout maire d'une commune, au-delà de 20 000 habitants, ça commence à faire un peu de boulot. Et il faut faire les choses correctement lorsqu'on s'occupe de nos concitoyens. Ça me paraît fondamental. Et donc je suis pour le non-cumul et également pour le non-cumul dans le temps. Je considère que 2 ou 3 mandats d'affilée, le même mandat d'affilée, ça suffit pour faire les choses qu'on a envie de faire. Et puis il faut que la démocratie se régénère. Et il faut que des jeunes comme vous puissent également, dans un parcours professionnel ensuite, mais mettre un petit peu en parenthèse pendant quelques années pour s'occuper des affaires publiques. Voilà, des gens comme vous, comme d'autres. Il faut démultiplier les possibilités d'accès au pouvoir et aux décisions à nos concitoyens. Le non-cumul, ce n'est pas simplement un gadget pour gagner des élections, pour faire plaisir, ou un gadget un peu égocentrique. Non, c'est une réalité, je crois, démocratique pour les pays modernes. Alors je disais, le mandat de maire, pourquoi le mandat de maire plutôt que le mandat de député? Parce qu'il y a le plus, c'est là où on est dans le concret, on voit ce qu'on fait. Hein. Lorsqu'on décide de construire une école, en général, si on s'y prend en début de mandat, on la voit construite, l'école. On voit des gamins dedans. Quand on est député, on fait voter un amendement dans une loi obscure. Bon, ça peut être utile, mais enfin, c'est pas tout à fait la même chose. Lorsque l'on travaille avec les enseignants, lorsque l'on joue aussi sur le tarif municipaux, sur la cantine, le prix de la cantine, tout ça, ça a des répercussions au quotidien avec les habitants. Et lorsqu'on choisit de rénover un quartier, on voit les logements qui s'améliorent. Ça m'est arrivé, on a bénéficié de la première phase en rue. Je peux vous dire, lorsque vous avez fini la phase et que vous avez près de 2000 logements qui ont été rénovés avec de l'humidité en moins dans les logements, avec les espaces publics qui ont été refaits et des gens heureux, c'est une grande fierté lorsque vous êtes un élu, vous vous dites, là, j'ai servi à quelque chose avec d'autres, on n'est jamais seul. Je vous dirai 2 mots tout à l'heure comment on fait, mais en tous les cas, c'est le concret et c'est indispensable pour notre démocratie. Ceux qui disent « Oh oui, mais les élus locaux, il y en a trop, beaucoup de trop, ils ne servent pas à grand-chose », c'est une énorme bêtise. Certainement qu'il faut regrouper les toutes petites communes, certainement qu'il faut regarder un meilleur maillage territorial. Mais si vous tuez l'ensemble des élus locaux, si vous réduisez totalement le poids des élus locaux, eh bien, où vont aller nos concitoyens pour dire il y a quelque chose qui ne va pas, on se sent oublié? Où vont-ils aller réclamer l'exercice de leurs droits? Ils n'auront plus personne pour le faire. Un élu local, ça sert aussi à ça, à reprendre les revendications des citoyens, à essayer de les défendre face aux différents pouvoirs, face aux différentes contradictions de notre société. Imaginez que le nombre de députés va baisser. On parle d'un bon tiers en moins. Donc les circonscriptions, les relations entre le député et les habitants va être un peu plus distendu. Actuellement, c'est un député pour 100 000 habitants à peu près. Vous passerez assez vite à un député pour 200 000.
je souhaite bon courage aux députés pour aller voir l'ensemble de la population. Le maire, au moins, lui, il est là, il est sur place, il est proche des gens. Et puis, les gens sont assez grands pour comprendre la différence entre les différents échelons de pouvoir et de la démocratie. Alors, pour être maire, David m'a demandé de vous donner quelques exemples. Quel était un peu notre boulot au quotidien lorsque l'on est maire. Et vous, comme architecte, vous avez, je crois, plutôt intérêt à savoir, à connaître cette relation entre les maires et les architectes. C'est parfois des relations ambivalentes, contradictoires. L'architecte, c'est le sachant. Donc il a fait des études, il est là, il vient avec un passé, une histoire de construction, etc. Et donc il a des idées pour construire une école, il a des idées pour construire un logement, il a des idées pour faire passer la route, voilà. Mais le maire, lui, il vit sur place, il connaît les gens au quotidien. Et donc il y a parfois une relation entre la théorie et la pratique qui peut s'affronter. Mais si on travaille bien ensemble, eh bien, on peut faire une très belle équipe, et c'est ce qu'on essaye de faire avec David sur les gros sujets de la commune. Mais moi, comme maire, ça fait maintenant 9 ans que je suis maire. Des architectes, j'ai dû en recevoir dans mon bureau une vingtaine. Après, il y a des architectes avec qui on s'entend plus que d'autres, et donc on a un travail de confiance. Un maire, je vous l'ai dit, lorsqu'on construit un logement, des logements, lorsqu'on construit une école, c'est là pour 20 ans, pour 30 ans, 40 ans. Et en général, les maires continuent à habiter là où ils ont exercé leur mandat. Même lorsqu'ils n'exercent plus leur mandat, ils habitent la commune. Eh bien, 20 ans après ou 30 ans après, ils vont revoir les bâtiments qu'ils ont construits avec l'architecte. L'architecte, lui, n'habitera pas forcément là. Vous n'habiterez pas dans la ville où vous avez construit différents bâtiments. Donc ça, il faut bien que vous compreniez cette relation. C'est une relation de couple parfois lorsqu'on doit travailler sur les dossiers importants et précis. Donc la commune de Montigny, c'est 20 000 habitants. 20 000 habitants, c'est la strate moyenne. On considère qu'une ville commence à être grosse à partir de 10 000. Bon, moi, je pense que 10 000, c'est encore relativement modeste, parce qu'en France, il y a beaucoup de petites villes. Mais imaginez bien que maire d'un village de 500 habitants, maire de 20 000, et puis après, maire de 100 000, ou maire de 300 000 habitants, voire même maire de Paris, c'est pas le même boulot. C'est pas du tout le même boulot. D'abord parce que vous avez un staff qui n'est pas du tout le même. Moi, dans mon cabinet, le cabinet du maire, c'est un grand mot, il y a 2 personnes. Le cabinet du maire de la ville de Paris, je ne sais pas combien ils sont. Je ne sais même pas si elle sait combien sont dans son cabinet. C'est totalement différent. Un maire d'une ville de 20 000 habitants, c'est beaucoup de quotidien. Voilà, vous gérez beaucoup le quotidien. Moi, je rends des arbitrages. Alors, des fois, je râle après mon administration, mais je rends des arbitrages pour 30 000 € à peu près. On vient me demander mon avis pour 30 000 € de dépenses, grosso modo, celles qui ne sont pas programmées. Vous imaginez bien que la maire de Paris ou la maire de Montreuil, ils n'arbitrent pas pour 30 000 €. Parce qu'on n'a pas un énorme budget. Je vous le montrerai tout à l'heure. Faut savoir que lorsqu'on augmente un point d'impôt dans une ville comme la mienne, eh bien, c'est 70 000 € qui rentrent dans la caisse. Voilà. Il y a 7 000, à peu près 6 000 foyers fiscaux à Montigny. Donc vous voyez, un point d'impôt, 70 000 €. On ne fait pas grand-chose avec 70 000 €. Et donc, voilà, on est au quotidien, on arbitre beaucoup de petites choses, on est très proche de la population, on les rencontre régulièrement. Il n'y a pas de cabinet pléthorique, donc vous êtes seul face à la population lorsque vous allez faire vos courses. Moi, je n'ai pas de chauffeur, je n'ai pas de voiture de fonction, j'ai une voiture de service. Et je vais à Carrefour dans ma commune. Et puis vous avez aussi donc cette relation au quotidien. Elle doit se faire, à la fois vous représentez quelque chose,
vous êtes quand même le représentant de la démocratie, de la République, dans la commune où vous êtes maire. Les gens vous voient comme un personnage extrêmement important, peut-être pas extrêmement, mais en tous les cas, un personnage important. Si vous saviez le nombre de personnes qui pensent que je peux tout décider dans la ville, ben, c'est impressionnant. Alors, quand on fait de la politique, on évite de dire qu'on ne peut rien faire, parce que sinon, vous ne servez à rien. Ben, monsieur, au revoir, on ne votera pas pour vous après. Mais évidemment, il faut le faire comprendre à la population. Mais ce qui compte, surtout dans une ville comme la mienne, c'est qu'il faut avoir de l'empathie. Il faut croire à ce qu'on fait. Écouter les gens, c'est indispensable. Si vous ne voulez pas écouter les gens, si vous n'avez pas envie de les aider, faites pas ce métier. Hein, ça va devenir fou autrement, puisque vous êtes quand même un bureau des pleurs. Moi, mon bureau, je reçois énormément. On vient me voir pour tout et n'importe quoi. J'ai en mémoire un monsieur qui avait des dettes parce qu'il payait pas sa facture d'eau. Il avait payé en retard. Ces dettes s'étaient accumulées, il y a eu une erreur de la part de Veolia dans la facture. Ça faisait des mois et des mois qu'il était harcelé par les huissiers. Il vient me voir. Ben, je décroche mon téléphone, je demande à la personne que j'ai au bout du fil, voilà, je suis le maire de machin, il y a monsieur qui a des problèmes, elle vérifie son dossier. Ah oui, effectivement, on n'a pas bien suivi les choses. 15 jours plus tard, il recevait une lettre, monsieur, tout va bien. Voilà. Voilà ce type de choses que vous pouvez également réaliser. C'est du quotidien, mais c'est le quotidien d'un maire d'une petite commune. Et puis, c'est beaucoup de travail en partenariat, un maire de 20 000 habitants. C'est que vous rencontrez toutes les strates. D'abord vos collègues, les maires d'à côté, avec les intercommunalités qui se développent de plus en plus. Vous voyez ça certainement dans vos cours. C'est bien l'intercommunalité, c'est de faire ensemble à plusieurs des choses qu'on ne peut pas faire seul. Bon, c'est bien sur le papier. Sauf que dans les intercommunalités, vous regroupez différents élus, différents maires, qui n'ont pas forcément la même sensibilité politique. Donc je peux vous dire que parfois ça chauffe dans les réunions. Et il faut être assez fort pour essayer de viser l'intérêt général en dépassant les confrontations politiques et politiciennes. Par exemple, dans mon agglomération, c'est essentiellement une agglomération de maires de droite. Quand j'ai été candidat aux élections législatives, tous les autres maires étaient contre moi. Ils soutenaient un autre candidat. Ils ont fait un tract à toute la population contre moi. Pas toujours très agréable. Bon. Il faut savoir, c'est aussi ça la politique, savoir dépasser de temps en temps son ego, dépasser les difficultés partisanes pour viser l'intérêt général. C'est pour ça qu'il ne faut jamais perdre de vue pourquoi vous êtes élu. Jamais perdre de vue vos premières motivations. Parce que lorsqu'on est élu, pour la première fois, lorsqu'on cherche à gagner un mandat, à s'investir en politique, on est généralement très optimiste, on veut faire avancer nos idées, nos convictions. Mais après, une fois que vous avez le pouvoir, le risque, c'est que vous soyez au pouvoir et vous vouliez uniquement conserver le pouvoir. Et oublier pourquoi vous êtes là. Oublier qu'est-ce qui vous a emmené à exercer des responsabilités. Et là, c'est la petite politique qui prend le dessus. Donc il faut toujours essayer de manier aussi les grandes idées et garder ses convictions lorsqu'on exerce la fonction de maire. Sinon, on oublie pourquoi on est là, on oublie le service aux habitants. Et puis, on a différentes relations également avec l'ensemble des services de l'État. Hein, par exemple, sur la sécurité, il faut savoir que le maire a la responsabilité d'organisation de la sécurité, ou en tous les cas, c'est pas lui qui donne les ordres à la police nationale, mais il a l'obligation de faire en sorte que la sécurité soit organisée sur son territoire. Eh bien moi, je vois tous les mois dans mon bureau, on est 3, je vois tous les mois dans mon bureau la commissaire de police qui exerce sur un bassin de 400 ou 500 000 personnes. Et donc la commissaire fait le tour des maires, et ça c'est très très bien. Elle voit les maires une fois par mois pour faire le point avec eux sur les questions de sécurité, la délinquance, les violences, quel type de vol, etc. Ce sont des choses fondamentales dans le boulot d'un maire. Et puis l'autre acteur très important
pour un maire, c'est l'éducation nationale. Vous savez que la prérogative première des mairies, c'est quand même de s'occuper des écoles. Hein. C'est 30% de mon budget à peu près, les écoles. Eh bien, on est en relation avec ce qu'on appelle l'inspecteur de l'éducation nationale, c'est l'IEN. En fait, c'est le responsable, c'est le responsable local de l'éducation nationale. Et donc, c'est avec lui qu'on examine le nombre d'enfants qu'il y a tous les ans. Hein. Lorsque vous construisez des immeubles, lorsqu'on construit des immeubles, il faut réfléchir au nombre de gamins qui vont être accueillis ensuite dans les équipements publics. Hein. Est-ce que nos gymnases seront assez grands? Est-ce que les écoles seront assez grandes? Est-ce qu'il y aura de la place en garderie? Est-ce qu'il y aura tout ça? Bon, tout ça, ça s'examine également avec les services de l'État, avec les services de l'éducation nationale. Et puis, vous avez aussi, c'est une personne qui est en général le rôle de centralisateur, que l'on voit peu à la télévision, ce sont les sous-préfets. Les sous-préfets jouent un rôle fondamental dans la relation entre les maires. Ils sont les adjoints des préfets, mais ils ont un rôle un peu obscur que peu de monde connaît. C'est un peu de travail de diplomatie. Quand je vous explique les difficultés qu'il peut y avoir dans les intercommunalités entre les différents courants des maires ou des élus locaux, eh bien, un sous-préfet, il va tenter de mettre un peu d'huile dans les rouages, il va tenter d'avancer avec les élus pour leur montrer qu'il y a un intérêt général. Voilà, c'est un rôle très important et ce sont des représentants de la République, de l'État, que l'on ne connaît pas beaucoup et ils font un travail formidable et ça se féminise beaucoup d'ailleurs ce métier, mesdames. Moi j'ai connu, depuis que je suis maire, 5 sous-préfets, je crois. Et j'ai connu 3 femmes sur les 5. Il y en a de plus en plus et c'est très bien. Ah oui, ils sortent de l'ENA. Voilà, ce sont les premiers postes. Ouais. Et en général, ils vont devenir préfets lorsqu'ils sont bien notés. Voilà. Et un autre exemple, par exemple, pour évaluer les préfets ou les sous-préfets, eh bien, l'administration générale, le ministère de l'Intérieur organise pour les noter et pour savoir si ce sont des gens qui font bien leur boulot, organise des auditions avec les élus locaux. Alors c'est confidentiel pour dire ce qu'on pense de tel sous-préfet, etc. Et il les évalue de cette manière. Voilà. Donc encore tout un tas d'acteurs, mais que je ne vais pas développer ici parce que ça serait trop long. Évidemment, les commerces, les acteurs du commerce local, les petites entreprises. Et puis je disais tout à l'heure, les architectes. Les architectes nous prennent beaucoup de temps. Hein. Mesdames, messieurs, c'est chronophage. Voilà. Bien. Oui, juste un petit mot pour vous dire, et les promoteurs aussi. Un petit mot sur les dotations de l'État. Vous entendez certainement parler de cela, et de la baisse des dotations de l'État. 13 milliards, bien oui, c'est une réalité. Les dotations de l'État baissent. Moi, depuis 8 ans, je ne pourrais pas vous donner là comme ça de pourcentage, mais les dotations globales de l'État ont baissé. Par contre, et c'est en cela où un gouvernement de gauche, en tous les cas de mon point de vue d'un gouvernement de droite, c'est un peu différent, dans la répartition des subventions par rapport aux territoires en difficulté, eh bien, la ville de Montigny a été sauvegardée par rapport aux baisses de l'État. Voilà, moi je suis un quartier en ANRU, en zone urbaine sensible, eh bien, il y a une répartition où les dotations globales ont baissé. Hein. Il y a eu une première diminution de 10 milliards au niveau du pays. Mais moi, je n'ai pas subi de baisse franche puisqu'il y a eu une meilleure répartition. Donc les communes plus riches ont subi, c'est vrai, des dotations, une baisse de dotations très importante. Ça a des difficultés. Pour certaines communes, il y a de réelles difficultés du coup. Là, l'État nous annonce encore 10 milliards de baisse. Bon, certains élus disent, bon, on arrive à l'os, quoi. Hein. C'est en partie vrai, mais je considère que quand même, dans le cadre de l'assainissement des finances publiques, certainement que les collectivités territoriales peuvent y participer. Jusqu'à quel point, c'est là où il y a le niveau du débat à avoir et le curseur à mettre.
Mais moi, je ne suis pas pour, évidemment, mettre à la diète les communes. Si vous mettez à la diète les communes, bah, c'est moins d'investissement public, c'est une ville moins entretenue, des espaces publics moins chouettes, des trottoirs avec des trous. Aux États-Unis, il y a je ne sais plus combien de pourcentage de ponts qui ne sont plus praticables parce qu'il n'y a plus d'investissement public. Bon, on n'en est pas là en France, mais vous voyez, quand on a des discussions à n'en pas finir autour des passages à niveau des trains qui sont mortels et personne ne veut payer, bon, on se dit, voilà, il y a quand même là quelques difficultés. Voilà. Mais pour le moment, en tous les cas, pour moi, les choses, notre budget n'a pas subi de carences extrêmement fortes. Donc voilà, la ville de Montigny, vous l'avez vu, j'en ai dit 2 mots. Donc c'est 22 000 habitants, c'est une ville assez dense, 5 000, en tous les cas pour une ville du Val d'Oise, 5 200 habitants kilomètres carrés, pas très grande, hein, elle fait 4 km carrés de superficie. Et la typologie de l'habitat, vous l'avez, donc c'est 50% de propriétaires, il y a les zones pavillonnaires traditionnelles, 10% de locataires, c'est très peu de locataires dans le secteur privé, et 36% de logements sociaux. Le taux de chômage sur la commune est aux alentours de 14%. En France, on est à 10%, donc c'est un taux de chômage qui est fort et qui varie beaucoup d'un quartier à l'autre. Moi, j'ai certains quartiers qui sont typiques des quartiers de la politique de la ville. Vous connaissez ça sans doute, les zones urbaines sensibles, où les jeunes sont au chômage à près de 30%, où il y a un déficit également de formation. Où là, on a toutes les grandes caractéristiques dans ma commune des quartiers dits prioritaires, avec un taux de pauvreté très élevé. Vous entendez, là, c'est la journée mondiale du refus de la misère, avec ATD Quart-Monde à Montigny. Nous avons des poches de pauvreté très, très, très importantes. Donc voilà la carte de la commune. Donc vous avez le village ancien en haut, où c'est historique. C'est là où il y avait l'ancienne mairie, etc. Vous avez ensuite l'autoroute. Hein. Vous avez ensuite le barreau commercial, qui est là, en rouge. Voilà. C'est là où se sont implantées toutes les boîtes de chaussures. Ça fait 1,5 km là, de largeur. Le barreau commercial s'étend sur 5 km de longueur. Hein. Et puis enfin, en bleu, vous avez ce qu'on appelle la ville nouvelle. C'est ce qui a été créé dans les années 60-70, une urbanisation forcée due à l'État, où on a construit un petit peu n'importe comment. Hein. L'anecdote du préfet Louvrier qui se promenait en hélicoptère pour dire là où il allait mettre des tours, c'est vrai. Hein. Et ça fait partie de ces zones-là où on a mis des tours, on a mis des grandes barres, sans vraiment réfléchir à comment on allait accueillir les gens qui vont y vivre. Ensuite, où ils vont aller travailler. On n'a même pas réfléchi aux infrastructures publiques des écoles. La ville, une fois qu'elle a subi cette urbanisation forcée, a subi un déficit d'équipement public très, très important, et donc la commune a dû s'endetter énormément pour accueillir tous ces habitants. C'était un véritable choc urbain, puisqu'en à peine 10 ans, la ville est passée de moins de 7 000 habitants à 14 000 habitants. Hein. C'est énorme, hein, 7 000 personnes de plus en quelques années. Voilà, le budget annuel de la commune, c'est entre l'investissement et le fonctionnement, c'est 34 millions d'euros et 22 000 habitants. Vous faites le ratio, je dispose grosso modo de 1 500 euros par habitant, par an. La ville de Puteaux, tout le monde connaît Puteaux à côté de la Défense, ben eux, alors c'est plus gros, mais eux disposent de 9 700 euros par habitant. Voilà les grandes inégalités dans le fonctionnement des communes. Alors on va dire, mais oui, mais plutôt parce qu'ils ont su emmener les entreprises, ils avaient la taxe professionnelle. Mais que nenni, la taxe professionnelle, je suis désolé, c'est arrivé là par de grandes décisions d'État d'installer la Défense à cet endroit. Le maire de Puteaux n'y est strictement pour rien. Vous voyez, et donc la répartition des richesses est très mal faite entre les collectivités territoriales. Ça progresse, je ne dis pas que ça... Mais c'est encore, vous voyez, ces écarts-là sont quand même assez flagrants.
Voilà, le conseil municipal, tu m'arrêtes David si je suis trop long, hein. Le conseil municipal de Montigny est composé donc de 33 élus, le maire, 9 adjoints et 23 conseillers municipaux. Moi je parle tranquillement de mon salaire, je touche 2 000 € par mois. 2 000 € par mois. Mes adjoints touchent 700 € par mois. Et les conseillers délégués touchent 400, tous ne sont pas payés, mais une partie, 400 € par mois, pour faire des semaines, des semaines extrêmement lourdes. Et ils font ça souvent en plus de leur travail. Donc on ne fait pas de la politique pour s'enrichir. Hein. 2 000 € par mois, c'est un salaire très raisonnable. Alors certes, je peux travailler à côté, mais lorsqu'on est maire d'une ville de 20 000 habitants, il vaut mieux être extrêmement présent, sinon vous avez des problèmes avec votre population. Ils ont bien raison. Alors la ville de Montigny est une ville populaire, je le disais tout à l'heure, mais moi je refuse. Donc en rue, politique de la ville, zone urbaine sensible, tout ça, ville populaire, vous avez en tête tout ce que vous voyez à la télé. C'est vrai, tout ça est la réalité, mais moi je refuse toute posture pessimiste. Je refuse toute posture fataliste. Lorsqu'on est maire d'une ville très populaire, il faut essayer de la tirer vers le haut. Il faut essayer de rendre les habitants fiers de là où ils habitent, fiers d'eux-mêmes. C'est indispensable. Et donc, pour cela, il faut d'abord trouver des initiatives qui puissent emmener les gens à s'élever, culturelles, etc. Et puis, aussi tirer la commune vers le haut, c'est-à-dire développer des projets urbains, des projets culturels. C'est fondamental si vous voulez rendre un peu de cohésion dans des difficultés, dans des populations qui rencontrent des difficultés de vie importantes. Vous savez, quand vous vivez en dessous du seuil de pauvreté, bon, certains connaissent certainement les difficultés financières lorsqu'on est étudiant, mais la vie est difficile, la vie est dure, et ça se voit parfois physiquement sur la tête des gens. Et dans une municipalité, un maire, dans ce type de commune, doit aider les gens d'abord à surmonter leurs difficultés, puis ensuite à essayer de les emmener vers le haut. C'est pour ça, moi, par exemple, que tous les ans, on fait une énorme fête pour fêter les gamins qui ont leur brevet des collèges et ceux qui ont le baccalauréat. Voilà, on fait une très grosse fête, on leur donne des bons d'achat, on boit un coup, bref, toute la ville est invitée à fêter la réussite de nos jeunes, parce qu'il faut que ces jeunes-là puissent réussir. Voilà, et puis il faut mener des politiques sociales adéquates. Par exemple, le prix de la cantine. On en rigole, mais le prix de la cantine, c'est fondamental pour beaucoup de familles. Bon, chez moi, le premier prix, c'est moins d'1 € par repas, hein, pour les familles qui en ont besoin. Et puis, on pousse à fond sur les affaires scolaires. Par exemple, dans ma commune, on a mis un point d'honneur à installer des tableaux numériques interactifs dans toutes les classes, dans toutes les salles de classe. Donc, les gamins de la grande section maternelle jusqu'au CM2 ont des tableaux numériques, c'est des énormes tablettes, quoi, en quelque sorte, vous avez dû voir ça. Et donc, ça facilite certains apprentissages, ça facilite le travail des enseignants, mais c'est un investissement très important pour la commune. Mais on a souhaité le faire, c'est la première des préoccupations. Un autre exemple qui nous tombe dessus, l'État décide dans les quartiers prioritaires, donc j'en ai plusieurs quartiers prioritaires, de dédoubler les classes de CP. Vous avez entendu parler de ça à la télé, hein. Je suis vraiment pour, moi, hein, il faut le faire. Donc pour passer aux gamins, une salle de classe de moins de 12 gamins dans les CP. Bien, très bien, mais il va falloir que j'en crée 23. 23 classes en à peine un an. Donc je peux vous dire que ça, c'est un casse-tête. Vous faites grosso modo 50 000 € par classe dédoublée, et bien vous arrivez rapidement à 1 million d'euros. Quand vous connaissez le budget de la ville que je vous ai montré tout à l'heure, vous voyez, c'est extrêmement important. C'est ce genre de choses, d'équations, qu'il faut qu'on régule tous les jours. Et puis, j'essaye aussi
de redorer l'image de la ville. Parce qu'il ne faut pas se satisfaire d'une image négative ou de se dire bah oui, bah on est une ville pauvre et on restera pauvre. Non, il faut toujours tirer vers le haut. Et on a trouvé, nous, un moyen très important depuis quelques années, c'est la nature. C'est de rendre la ville un peu plus naturelle et donc de mettre beaucoup plus d'espace vert, d'avoir une relation nouvelle avec la nature. C'est pour ça qu'on a développé des bois, on avait des bois existants qu'on a largement réaménagés pour pouvoir permettre les relations plus présentes et une meilleure vision des gens dans la nature. On met en place des jardins familiaux, ça revient à la mode, mais chez nous, c'est une 60aine de jardins familiaux qui sont installés et on développe un plan vélo. Ça aussi, c'est à la mode, mais c'est une demande de nos concitoyens. Et ça doit vous faire réfléchir, vous aussi, les architectes et les futurs urbanistes. Le vélo, ça fait penser la ville un petit peu autrement. Et ça aide aussi les élus locaux à la convivialité dans les espaces publics. Voilà. Alors, ensuite, on a le gros projet, et j'en aurais terminé par là, pour la ville de Montigny. C'est donc la création d'un centre-ville. Voilà. Aujourd'hui, voilà le grand boulevard urbain. Voilà ce qu'est Montigny-les-Cormeilles. C'est l'avenue, hein, vous l'avez vu, c'est l'avenue centrale qui coupe la ville en deux. 1,5 km, plus les villes à côté, il y a 5 km de barreau commercial. Voilà ce que c'est. Et nous, on voudrait que ce soit ça. Voilà, ça ce sont les dessins de David Mangin. Bon, il y a encore des choses à redire, mais enfin, voilà, à peu près ce qu'on voudrait faire. Voilà. Et pourquoi on n'a pas de centre-ville? Je voulais expliquer tout à l'heure, c'est que elle s'est faite, la ville, en quelques années. Et donc, les tours ont poussé du jour au lendemain. Et sans réflexion sur l'aménagement des espaces publics. Le centre-ville historique était dans le village. Ben, il n'a pas pu se développer, le centre-ville, parce que... voilà. C'est l'origine. Quand Jean-Noël parle de la ville nouvelle, c'est une énorme jupe qui est arrivée avec le centre commercial. Et la voie transformée en gigantesque commercial, c'est celle que vous voyez qui était à l'origine une voie de pavillon de banlieue au bord de la route. Et ça, c'est la réalité des départ. Oui. Mais je vais reprendre la parole, je le laisserai après. C'est toujours comme ça, vous voyez, il veut m'empêcher de parler. Donc, vas-y. On est un vieux couple maintenant, vous savez, c'est comme ça. Donc, pas de centre-ville. Le vieux centre-ville historique a été totalement absorbé. Et puis, pas de réflexion. La mairie, j'occupe actuellement dans la plaine, donc dans le bas de Montigny, là, vous savez, sur la zone bleue. C'était prévu pour que ce soit une caserne de pompiers. On a transformé ça en mairie. Vous voyez, il n'y avait pas de réflexion, pas de plan de réflexion sur que va devenir cette ville, que vont devenir les habitants, quel cœur de ville, tout ça. Il n'y a jamais eu cette réflexion. Et donc, pour accueillir les gens, à un moment donné, il faut créer de l'emploi. Il faut essayer d'avoir des taxes qui rentrent dans la commune pour pouvoir payer les écoles, les équipements publics. Qu'ont fait les élus à l'époque? C'est de dire, il y a le commerce, on va faire venir du commerce. Et je ne leur jette pas la pierre. On était tous, en quelque sorte, on est tous coupables à cette époque. La population avait le pouvoir d'achat et voulait consommer. C'était notre société de consommation des années 60, 70. Le commerce était en plein boom, donc il y avait là des opportunités économiques extrêmement importantes. Et pour les élus, c'était un moyen de trouver de l'emploi et des recettes fiscales. Et donc tout le monde était d'accord. Voilà comment se sont développés, en tous les cas pour chez nous, s'est développée cette zone commerciale, donc qui s'étend sur 5 km, sur 3 communes, et à Montigny, c'est 1,5 km. Au total, cette zone commerciale, c'est 300 enseignes à peu près. Entre 300 et 350 enseignes. Il y a tous les gros. Hein. Et le groupe Muliez doit être propriétaire du tiers, un peu plus du tiers, de l'ensemble de ces enseignes. Le groupe Muliez, vous savez, c'est
c'est le groupe, c'est le patron qui vit en Belgique pour ne pas payer beaucoup d'impôts. Voilà. Le groupe, je suis libre, hein, donc moi, vous savez, les gens savent ce que je pense. Donc le groupe Mulliez, vous le connaissez, c'est Auchan, évidemment, mais c'est Decathlon, c'est Leroy Merlin, c'est Noroto, c'est Boulanger, c'est Flunch, c'est Alinea, c'est Cultura, c'est Kiabi, et j'en passe, c'est des meilleurs. Un empire commercial fondamental qui est installé sur cette RD14. Et donc, eux, vous voyez bien, pour les faire bouger, ils sont installés, ils gagnent un peu de sous, ils n'ont pas tellement envie de muter. Ou en tous les cas, oui, pourquoi pas, mais dans 20 ans, tous les bénéfices sont bons à prendre et une boîte à chaussures, c'est facilement rentabilisé. Au total, on estime à peu près 1 milliard de chiffre d'affaires. Alors on n'a pas de chiffre précis puisqu'ils ne publient pas par magasin les chiffres d'affaires, mais on estime à un peu plus d'1 milliard de chiffre d'affaires. Vous voyez, ça fait beaucoup, ça fait beaucoup. Et sur cette avenue passent 30 000 véhicules jour le week-end, en plein cœur de ville. Donc vous imaginez qu'à un moment donné, c'est une saturation totale. D'abord, ça développe évidemment la pollution, etc. Bon, ça, vous connaissez le sujet aussi bien que moi. Mais c'est surtout que la zone commence à être totalement saturée. Et donc, on voit maintenant des difficultés pour que cette zone s'équilibre, ou en tous les cas, elle est moins rentable qu'auparavant. Sauf que comme les choses sont installées, c'est extrêmement difficile de faire évoluer les consciences et de faire prendre conscience aux propres acteurs économiques que cette zone-là, elle est, à terme, elle va finir avec des carreaux de plate dans les entrées. Hein. Mais le profit à court terme, c'est toujours ce qui guide l'économie et c'est malheureusement, on a malheureusement un peu de difficulté à travailler avec les acteurs économiques locaux. Parce qu'un directeur d'un grand magasin, il n'est pas installé là pour 15 ans ou pour 20 ans. Un directeur de magasin, ils sont là pour 2-3 ans. Ils n'ont qu'un objectif, faire le plus gros chiffre d'affaires possible. Et donc, tout ce qui se passe autour de leur magasin, tout ce qui peut empêcher l'arrivée des bagnoles dans leur magasin, c'est un obstacle. Et donc, si moi, j'arrive avec mes petits plans, avec ce plan-là, en disant, voilà, je voudrais des arbres ici, je voudrais ceci, là, et mais non, on verra plus mon parking, je pourrai plus, mes clients, comment ils vont faire, etc. Bon, c'est compréhensible, hein, mais c'est la contradiction entre l'intérêt général, l'intérêt des populations, et l'acteur économique. Donc il faut essayer de trouver une vision commune. C'est très difficile. En tous les cas, c'est très difficile de discuter avec le directeur du magasin local. Il faut s'adresser plutôt à plus haut échelon pour que le propriétaire, en quelque sorte, l'actionnaire principal, puisse prendre des décisions générales. Alors, ces 30 000 voitures, vous imaginez, pour une petite commune comme chez nous, c'est un drame. La pollution, mais l'embouteillage, les gens sont obligés de faire un grand détour pour pouvoir accéder à l'autoroute. Donc, ils vont à la sortie d'autoroute plus loin lorsqu'ils veulent sortir de chez eux le week-end. Bref, les habitants se sentent exclus de leur propre commune. Et en même temps, donc, ils sont pour cette idée de centre-ville. Moi, j'ai fait faire une pétition. On a fait une pétition. Plus de la moitié des foyers ont répondu à la pétition. Ils sont d'accord. Sauf que, imaginez quelque chose qui existe depuis 40 ans, qui puisse muter en un véritable centre-ville, en un boulevard urbain, avec des arbres, avec une réduction de voirie, avec des passages à vélo, des pistes cyclables. Eh bien, lorsque je vous avais vu la première photo, on a du mal à l'imaginer. Il faut convaincre. Il faut convaincre la population, même si la population veut bien d'un centre-ville, mais ils se disent, mais comment on peut faire ? Certains disent, mais il est fada, le maire, il n'y arrivera jamais. Bon, mais il y a une espèce d'aspiration. Et puis, il faut convaincre aussi les élus d'à côté, les maires d'à côté. Il faut convaincre également les services de l'État, les services départementaux. C'est une route départementale, donc il faut demander au conseil général, conseil départemental maintenant, son opinion. Il faut donc les services de l'État, pour des raisons de sécurité, ils considèrent que cette avenue est
comment dire, une voie qui devrait aussi permettre, s'il y avait un gros problème sur l'autoroute, de délestage de l'autoroute. Alors qu'il y a 30 000 bagnoles le week-end, vous imaginez bien que c'est plus possible. Bref, néanmoins, on avance. Avec David, on a avancé petit à petit dans la persuasion. Il m'a fallu quasiment 5 ans pour en arriver là. Mais aujourd'hui, les choses bougent. C'est la fin de cette première période pour moi. Il m'aura fallu quasiment un mandat. C'est qu'aujourd'hui, les autorités de l'État a accepté l'idée que cette route ne devait plus être une route de transit de commerce. Et donc, des aménagements sur l'autoroute vont être réalisés qui vont désengorger totalement les sorties d'autoroute, les premières sorties d'autoroute. C'est difficile sans plan de le montrer là. Mais ils sont d'accord pour investir, pour désengorger la RD 14, ce grand boulevard commercial, pour que les consommateurs puissent accéder à l'autre centre commercial qui est un peu plus loin, directement par l'autoroute. Ils sont d'accord pour investir près de 20 millions d'euros. Construction d'une bretelle et rénovation du carrefour de la Padoie d'Herblay. Ce carrefour de la Padoie d'Herblay, il est dans le plan anti-bouchon de la région Île-de-France. Vous avez dû en entendre parler aux infos de Pécresse. Et donc, c'est un point fondamental. Et aujourd'hui, c'est une grande victoire pour nous puisque ça va désengorger cette RD 14. Et aujourd'hui, les maires des autres communes acceptent l'idée qu'à Montigny-les-Cormeilles, eh bien, que ce ne soit plus ici un boulevard commercial, mais bien un boulevard urbain avec l'émergence d'un nouveau centre-ville. Donc, l'intercommunalité appuiera la démarche municipale. Ça veut dire, lorsqu'on appuie, on appuie certes avec des paroles, mais aussi avec des investissements publics. Pour moi, c'est extrêmement important. Et puis, notre objectif, c'est de transformer ces boîtes à chaussures en bâtiments de logement, en logement, en boulevard urbain, vous voyez tout ce que c'est. Et donc, comme l'État est d'accord, il y a un accord maintenant avec l'établissement public foncier. Vous connaissez peut-être le rôle de l'établissement public foncier qui va porter des financements pour la ville de Montigny. L'établissement public foncier, ça va être une convention entre la ville et cet établissement public, donc d'autorité d'État et régionale, à hauteur de 2 tranches de 25 millions d'euros. C'est-à-dire l'établissement public va acheter des terrains, des boîtes à chaussures en quelque sorte, pour le compte de la mairie. Donc la mairie n'a pas besoin d'avancer l'argent pour pouvoir transformer ces magasins en immeubles d'habitation. À terme, c'est plusieurs centaines de logements qui seront créés tout au long de cette voie. Et enfin, le dernier point pour nous important, et j'en aurais terminé là, c'est le carrefour. Tu m'as enlevé mon truc, David. Ah, voilà. C'est le carrefour qui est un hypermarché de 10 000 m². C'est un gros hypermarché qui est en plein milieu de la ville. Il est à 20-30 mètres de l'hôtel de ville et qui est en perte de vitesse. Il est très gros et donc du coup, il empêche les traversées de la commune, il empêche la clarté, et puis il est moche en plus de cela, mais et puis surtout il cloisonne totalement le centre-ville, il coupe la ville en deux. Et donc on est en négociation avec eux pour avoir une rénovation urbaine, pour créer une place publique, non pas à la place de Carrefour, mais que Carrefour fasse des travaux de rénovation. Moi je souhaite à tout prix que Carrefour reste là, mais que Carrefour fasse des travaux de rénovation, certainement de plusieurs dizaines de millions d'euros, pour pouvoir s'intégrer mieux à la ville et aider la ville à développer son centre-ville. Alors évidemment, c'est très difficile, vous imaginez bien. Carrefour se sont installés dans la commune il y a plus de 30 ans. Et pour eux, c'est un magasin qui est largement rentabilisé. Imaginez, depuis 30-35 ans qu'ils sont là, les murs sont largement rentabilisés, ça ne leur coûte pas très cher. Néanmoins, ils perdent énormément de chiffre d'affaires. Quand je suis devenu maire en 2009, ils étaient à plus de 130 millions de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, 8 ans plus tard, ils sont à peine à 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est l'état
des hypermarchés en France. Vous avez dû entendre ça à la télé. Il y a une crise profonde des hyper, aujourd'hui, de la grande distribution, parce qu'ils n'ont pas su prendre en compte les évolutions de la consommation avec Internet, avec la volonté des gens de manger des choses peut-être un peu meilleures. Bon, je vous renvoie à tous ces débats nationaux que l'on entend. Certains, il y a même des rumeurs que Carrefour pourrait être racheté par Amazon. Vous savez qu'Amazon a racheté le gros mastodonte de la grande distribution aux États-Unis. Et à ce qui paraît, ils sont aujourd'hui dans le viseur d'Amazon. Eh bien, pour Carrefour, j'ai écrit au PDG, on les a rencontrés plein de fois. Pour le moment, ils ne veulent pas bouger. Nous, ils disent, écoutez, nous, on a des emplois, on a de l'argent qui rentre. Voilà, notre chiffre d'affaires est peut-être certes en baisse, mais nos bénéfices, alors ils ne m'ont pas donné les chiffres des bénéfices, mais les bénéfices sont toujours là. Donc ils veulent aller jusqu'au bout, jusqu'à la fin de la bête. Hein, comme vous montez à cheval et que votre cheval n'en peut plus, puis il meurt, point. Mais ils sont dans cette même logique, qui n'est pas, pour moi, pour un maire, n'est pas acceptable. Parce que qu'est-ce qui va se passer après si on ne prend pas les choses en amont? Ben, on aura des carreaux de place, on aura un truc qui ne sera pas bon, qui sera difficile à remettre en place. Et donc, pour un acteur public comme une mairie, ce n'est pas acceptable. C'est pour ça qu'on est aujourd'hui non pas en conflit, mais en discussion extrêmement serrée sur cette question de rénovation. Alors, David, tu la présenteras après. Voilà, donc ça serait trop compliqué à vous réexpliquer, puis j'ai été déjà suffisamment long. Voilà, je vous remercie. Merci David. Merci. Merci beaucoup. Je vais essayer un peu de compléter quelques mots sur le projet. J'avais préparé un topo sur l'urbanisme commercial de façon plus générale et tous les problèmes qu'il pose, mais d'une certaine manière, c'est un tellement beau cas d'espèce, le cas de Montigny, et on va revenir assez concrètement sur les obstacles pour faire arriver, pour y réussir, qu'on peut rester simplement sur le cas concret. Juste quand même, je vais redire un peu les choses à partir de ce plan-là. Donc l'idée, c'est que vous avez l'autoroute A15 qui monte vers Cergy-Pontoise. Et donc tout ce barreau-là, que vous avez vu ce qu'a expliqué Jean-Noël, est un gigantesque système de boîte à chaussures. Vous avez 5 opticiens avec leurs 5 parkings qui se suivent. Et puis 5 mecs... Donc il y a des tas de raisons peut-être d'adaptation à l'évolution, mais il y a aussi une suroffre tellement démente et une course en avant que c'est un peu ce qu'expliquait Yves Dauge dans la première conférence, c'est-à-dire qu'on continue à ouvrir alors qu'on est déjà en surcapacité. Donc c'est quand même une des questions qui explique que ce carrefour marche pas mal. Alors, il marche quand même pas mal parce qu'il a quand même l'extrême avantage d'avoir ce qu'on appelle une clientèle captive qui est à pied. Donc vous voyez, c'est tout le problème, nos parkings, nos business. Ils ont quand même, je crois que c'est 15% de gens qui habitent toutes les tours qui sont là. La mairie de Jean-Noël, elle est là. Là, je l'ai zappé. Donc en fait, ils ont déjà toutes ces clientèles. Alors quelle est la stratégie? Diminuer la pression automobile sur la RD 14, donc diminuer la pression commerciale. 1. 2. Faire des mutations d'un certain nombre de parcelles qui d'ailleurs sont déjà, quand vous allez sur ces grandes entrées de ville, comme on dit, si vous regardez bien, vous avez beaucoup de panneaux publicitaires, y compris sur des pavillons qui sont encore habités. Le type, il se fait sa retraite en louant un 3x4 sur sa fenêtre. Et où il y en a des autres qui sont des petits restos, qui sont des petits services, etc. Donc, contrairement aux apparences, ce n'est pas si commercialisé que l'apparence générale est donnée par la surinflation d'une publicité absolument inefficace par ailleurs. Parce qu'entre les GPS, le fait que les prescripteurs sont maintenant sur les appareils numériques, tout ça n'a pas grand sens. Donc l'idée, c'est de faire baisser la pression. Effectivement, comme l'a dit Jean-Noël, de faire que de l'autoroute là-bas, il y ait des gens qui puissent aller aux très grandes surfaces, très attractives qui sont encore placées là où vous voyez les grandes dalles ici, et ce qui permettrait de commencer à transformer la RD en ayant moins de fils de bagnole, des contre-allées, etc. Alors, après, la grande opération, c'est comment faire ce que Jean-Noël a appelé un centre-ville, qui n'est pas simple, parce que pour le moment, il y a donc ce bourg
qui est dans le coteau plus haut. Vous avez la ZUP ou l'ex-ZUP extrêmement habitée, et puis des quartiers pavillonnaires. Donc vous avez 3 villes en même temps, séparées par ce gigantesque barreau commercial. Donc l'idée, c'est quand même de faire... Parce que c'est quand même le carrefour qui fait le centre de la ville, le centre animé de la ville. Pourquoi? Parce qu'il y a la mairie, il y a son bureau en face, donc tout le monde va le voir. Il y a un certain nombre de services qui sont tout autour, mais qui a un énorme dalle de parking dessus. Donc il ne suffit pas d'ailleurs de dire supprimons les parkings devant les supermarchés, parce que de temps en temps, ils ont déjà rajouté une dalle, ce qui fait que vous ne voyez même plus la façade commerciale dans un certain nombre de silos très mal faits. Donc ce qu'on essaye de leur expliquer, le projet c'est ça, c'est de mettre en infrastructure une partie de leur place et de construire des logements dessus, ce qui fait que ce fameux slogan, il se prévale toujours de dire ben nous, finalement, les places d'aujourd'hui, c'est les grands parkings de centres commerciaux. Mais en réalité, ce n'est pas du tout des places et ils ne veulent pas faire des places. Ils pourraient faire des places, ils pourraient, s'ils réussissaient à faire des montages avec des opérateurs de logement, faire un modèle économique où ils auraient encore une clientèle plus captive et finalement que la grande place publique soit ça. Le deal qu'ils vont essayer de faire avec le maire, c'est d'avoir un peu plus de surface commerciale, de faire une galerie en plus. En général, c'est quasiment toujours comme ça, à Montigny comme ailleurs. Et puis donc le projet, c'est de faire des logements et puis de faire un cinéma. C'est les photos que vous avez vues, les perspectives que vous avez vues, qui est en train d'être construit, qui va être inauguré incessamment sous. Voilà. Et puis après, de faire des mutations foncières en logement tout le long de la RD 14. Donc le projet, il est assez ambitieux, mais extrêmement compliqué à monter financièrement, et parce que Carrefour ne veut rien entendre. Enfin, parce que Carrefour ne veut rien entendre. C'est pas uniquement... Alors, il y a le directeur sur place. Ce qu'il faut comprendre, c'est que des groupes comme ceux-là, on parlait régulier public-privé, des grands groupes comme ceux-là, ils fonctionnent en silos, comme Bouygues, comme Nexity, comme les administrations, comme la SGP qui construit Grand Métro Express. Bon, chacun est dans sa spécialité à l'intérieur de la boîte. Donc vous avez le directeur de magasin, vous avez le directeur de développement régional, vous avez le directeur de l'approvisionnement, vous avez le directeur de la prospective, et puis vous avez au-dessus de tout ça, c'est pas trop dit, le directeur financier, qui lui fait des équations financières à Londres, et qui dit, tout ce stock-là, et c'est du calcul immobilier, c'est pas tellement du calcul de flux de marchandises, c'est du calcul immobilier, tout ce flux. Donc ce magasin-là, dans la galaxie des carrefours, il est dans cette colonne-là, il ne vaut mieux pas le bouger. La question du site, la question du projet, tout le monde absolument s'en fout. Et impossible d'avoir, et quand vous essayez d'avoir des rendez-vous, on en a essayé d'avoir plusieurs, y compris avec le grand patron, puis alors maintenant il y a un nouveau grand patron, et il y a des mutations à l'intérieur de la boîte, ou ce qu'a évoqué Jean-Noël tout à l'heure avec Amazon. Donc aussi, maintenant, il fouette énormément sur le magasin physique. Donc il y a une évolution du magasin physique, et puis il y a l'idée que vous êtes dans des positions centrales, et c'est vrai dans la région parisienne, j'avais d'autres exemples, mais je n'ai pas le temps de les montrer là, comme à Rosny 2, par exemple, gigantesque potentiel pour faire quasiment la moitié des logements que la région parisienne cherche, simplement en faisant muter Rosny 2, qui a un parking absolument colossal, et il suffit de le faire en infrastructure. Donc on est dans cette situation-là où ils sont dans le modèle no parking visible, no business. Ça reste inscrit là comme une espèce de religion d'État. Et même si on les met en infra, où chacun sait qu'il pourra se garer, où il y a d'autres modes de desserte du centre commercial, ils vont beaucoup résister. Donc ils sont simplement un train en retard, comme ils ont eu un train en retard quand ils ont refusé les tramways, et maintenant ils veulent les tramways. Maintenant, il n'y a pas... Si vous faites un tramway dans le développement de Bordeaux, de Nantes, de Lyon, etc., le type va vous demander que le tramway aille jusque chez eux. Alors que il y a encore 5 ou 10 ans, il vous disait non, c'est la racaille et je ne veux pas de la racaille dans mon magasin, ou non, on ne va pas mettre des caddies dans les tramways. C'était dit comme ça en réunion, dit comme ça. Et maintenant, ils ont compris, quand il y en a un ou deux qui a accepté et qu'ils ont regardé les chiffres d'affaires qu'ils faisaient avec des gens qui venaient plus souvent en tramway au centre commercial, ils ont compris qu'il y avait tout à fait un intérêt à faire venir le transport en commun sur les sites des centres commerciaux. Donc à mon avis, voilà, on en est absolument là. C'est-à-dire qu'ils sont dans la guerre d'avant, ils vont y passer, ou ils vont y passer, y compris la mutation multicanale, comme on dit, de l'évolution du commerce, et l'un plus l'autre va faire qu'ils vont y passer. Mais en attendant, c'est extrêmement difficile. Pourquoi? Parce qu'il y a l'argument massu qui est le chantage à l'emploi. Je ne sais pas, Jean-Noël, peut-être tu peux nous dire combien de gens travaillent quand même dans tout.
Bon, ce qui est beaucoup dans une situation de chômage, donc c'est 250 familles, etc., plus les cousins, plus etc., plus ceux qui espèrent trouver un boulot dans le commerce. Donc, quand par exemple il a essayé de faire un test pour dire la RD14, on pourrait la passer en 2 fois une voie, le groupe Auchan et tous ses affiliés, il a très bien raconté que derrière l'enseigne, c'est en fait un gigantesque groupe qui tient quasiment... Voilà, elle est privée en fait, la RD14. C'est une voie Auchan en réalité. Et donc ils ont mobilisé les employés pour faire des manifestations contre le test. Ce qui fait qu'il était obligé d'arrêter le test et de dire bon, on va le faire d'une autre manière. Donc ça vous montre un peu la difficulté sur un projet assez simple, comme la plupart d'entre vous dessinent ça tous les jours, enfin tous les semestres. Allez, je vais faire un sympathique avenue sur la RD14. Mais derrière, c'est tout. C'est pour ça qu'on l'a invité, puis qu'on a fait ce petit témoignage écrit, c'est raconter le cru de la chose. Le cru de la chose avec les chiffres, avec les délais, avec les noms et les enjeux. Voilà. Donc maintenant, la parole est à la salle, avec un micro, si j'ai bien compris. Lancez. Eric, en général, il est très gentil, seulement. Non, moi j'aurais une question un peu, pour le coup, un peu technique sur le déclassement là, du boulevard. Parce que, comme tu disais, on fait tous là, des vues avant-après, on passe de la méchante route au gentil boulevard urbain. Est-ce que tu pourrais peut-être, la question s'adresse plutôt à David, est-ce que tu peux nous expliquer quelle est l'hypothèse là, en termes de principe circulatoire? J'ai cru comprendre qu'il y avait une bretelle qui permettrait d'alléger une partie du trafic. Et après, en termes de capacité de la voie, est-ce qu'elle est réduite avec l'aménagement ou pas vraiment? S'il y a un travail à la fois sur le reprofilage et les carrefours, est-ce que techniquement tu peux expliquer un petit peu la recette qui paraît comme ça une sorte de baguette magique en disant Oui, et effectivement, il y a ça c'est la partie hébergée de l'iceberg, c'est le résultat voulu, mais il suppose effectivement qu'une partie, c'est ce qu'a dit Jean-Noël, c'est-à-dire l'autoroute qui est là, je pourrais faire un petit dessin, mais l'autoroute qui est là va, si on fait... Oui, ouais. Bon, ça marche pas. L'autoroute que vous voyez, l'autoroute A15, bon, normalement, Paris est au sud-ouest, donc les gens décrochent, et puis ils s'enquillent la totalité parce que la bretelle qui décharge sur leur vraie destination, souvent, qui est, s'appelle le mail des copistes, où il y a Decathlon. On n'imagine pas ce que c'est Decathlon. Dans cette salle, je pense que la moitié des gens sont habillés en Decathlon. C'est une espèce de... Voilà, Decathlon, il a emporté le marché. Et donc, tous les gens vont à Decathlon. Et puis, donc à ce moment-là, comme en haut, c'est embouteillé, ils prennent la RD14 et ils remontent tout la RD14. Et donc, là, ce que j'en est en train d'obtenir, c'est qu'il y ait une bretelle particulière pour sortir plus vite et aller directement à Decathlon et donc le décharger ici. Ce qui permet d'envisager... Moi, je ne crois pas qu'il fasse faire un bus en site propre parce que ce n'est pas la peine. Et parce que ce qu'il faut voir, c'est une autre discussion, c'est qu'en amont et en aval, il a 2 collègues qui, eux, sont... L'un, c'est déjà une petite avenue sympathique qui traverse le Pavillonnaire, comme ça s'appelle la commune en amont, Franconville. Et l'autre, en aval, lui, ils sont très gourmands parce qu'ils ont encore du terrain, la padoie d'Herblay, des grands projets possibles, sur lesquels, d'ailleurs... Ils se bagarrent tous. Parce que quand vous discutez, une autre difficulté, quand vous discutez avec Monsieur X ici, en réalité, le groupe, il fait une grande partie de go générale sur l'ensemble du territoire. Donc il veut aussi avoir des positions, il échange des choses. Et puis, si c'est un groupe qu'il a, je ferai un recours contre lui, je le bloquerai, je le ralentirai, etc. Donc il faut toujours être partout. C'est une espèce de démente, d'où la proposition de Dauge, qui était assez intéressante l'autre jour, de dire, si on dépasse l'offre moyenne nationale, c'est un mode de calcul comme un autre, eh bien, on refuse l'ouverture de surfaces complémentaires. Donc c'est ça l'idée, c'est d'obtenir la réalisation de la bretelle. Et puis l'idée aussi, c'est qu'au fur et à mesure, là, le cinéma va venir. La parcelle d'à côté, on a fait une faisabilité pour des logements. Tout le long,
Il y a une aide de l'établissement foncier pour racheter des terrains. Parce que le grand problème, quand on a fait les équations financières pour faire l'infra, pour inciter Carrefour à faire l'infra, il fallait monter des tours, enfin, il fallait monter des immeubles, pas des tours, des immeubles à 10 à 15 étages pour arriver à l'économie du prix du foncier. Et à ce moment-là, notre ami, il cale un peu parce qu'il a des pavillonnaires à côté, donc il peut pas non, il a tout un héritage des tours de la ZUP qui ont une assez mauvaise image comme tour. Et donc, voilà. Donc on se retrouve dans des... Chacun ses contradictions. Néanmoins, on a modifié le PLU. Au PLU, l'avenue était uniquement classée en zone commerciale. Hein, c'était monofonctionnel. Moi, il y a 6 ans, lorsque j'ai lancé cette idée, ce projet, j'ai déclassé cette avenue et je l'ai mis en zone multifonctionnelle, avec l'obligation, si une boîte à chaussures était rasée, eh bien, qui est de l'habitation et du commerce en pied d'immeuble. Mais en 5 ans, aucune boîte à chaussures a été rasée. Pourtant, il y a eu des nouveaux propriétaires, mais ils ont réaménagé l'intérieur de la coque. Voilà. Donc, il n'y a pas eu de mutation encore. Et donc, deuxième petite révision, c'est qu'on a autorisé de monter un peu plus haut, ce que disait David. C'est-à-dire qu'on est monté maintenant à R+5. Donc, on autorise aujourd'hui, le long de la RD14, à construire un R+5. Comme ça, les promoteurs immobiliers peuvent trouver ou sont en train de trouver l'équation économique. Parce que vous pensez bien que le loyer ici d'un commerce, il est très cher. Donc le foncier est très cher. C'est ça qu'il faut trouver comme équation pour les promoteurs immobiliers. Il faut qu'ils gagnent de l'argent aussi, les promoteurs immobiliers. Oui, parce qu'en fait, vous avez à la fois les très gros qui sont financiarisés dans un système de décision extrêmement lourd, et vous avez les petits qui ne sont pas dans les franchises, ou dans des petites franchises, qui, eux leur bien, c'est à la fois le chiffre d'affaires annuel, c'est la vente des murs, c'est la valeur patrimoniale, c'est etc. Donc la décomposition au moment de la vente d'un commerce ou de la mutation d'un commerce, c'est leur vrai business. Le vrai business des gens, c'est pas de vendre des saucisses et des bijoux. Le vrai business, la plupart des commerçants, c'est de faire de l'immobilier ou de louer, ou de vendre, ou de revendre. Donc on est absolument dans l'immobilier, on est absolument dans l'urbanisme. On n'est pas du tout dans la saucisse. C'est ça qu'il faut comprendre. Alors moi j'avais une remarque et une question. Il y a 2 ans, alors que je travaillais sur le projet de ville de Clichy-sous-Bois et que j'avais un projet de reconversion d'une zone commerciale, j'ai donné un cours de programmation urbaine à la Maison des Ponts, et un commercial d'Auchan avait été envoyé là-bas pour se former à la programmation urbaine, parce que le groupe Auchan commence à réfléchir dans le Nord à la mutation de ces zones commerciales. Alors je me suis dit, peut-être que ça démarre, qu'il s'interroge un peu, je ne sais pas. Non, mais bienvenue au club, mais moi je les connais, ils ont une filiale. Auchan, c'est ceux qui font EuropaCity, projet plus anti-urbain que Saint-Humeur quand même, ils sont obligés de réviser entièrement leur copie. Donc ils ont tous des agents dormants dans les colloques d'urbanisme, ils ont même une filiale qui s'occupe de ça, qui vient expliquer comment... Je veux dire, le mot d'ordre d'Auchan, le type qui représente ce bureau d'études à l'intérieur d'Auchan pour écouter ce qui se dit, etc., mais étant en même temps un lobbyiste, c'est nos TC, nos PC. Voilà, c'est ce qu'il me raconte depuis 10 ans. Pas de transport en commun, pas de permis de construire. Mais moi, je connais plusieurs cas. Auchan, ils ont plombé le projet de la route de la mer de Reichen, qui consistait à tout le long de Montpellier jusqu'à la mer, à refaire toute l'avenue pour aller à la mer, ce qui supposait d'ouvrir les Auchan de l'autre côté. Moi, je les ai connus à Douai. Le tramway est arrivé, ils n'ont pas voulu changer le sens des portes. C'est de ce niveau-là, quoi, quand même. Donc, il y a très loin de la coupe aux lèvres. Il y a tout un discours sur nous avons compris, plus protocole de Paris, tu meurs, plus machin, etc. Tu vois, mais la réalité, c'est quand même du pognon. Non, mais simplement pour Auchan, oui, ils tiennent compte quand même des évolutions des habitudes de consommation. Donc il y a les cities Carrefour, les cities Auchan, là, les trucs en pied d'immeuble, tout ça. Bon. Mais leur business, c'est ce schéma-là. Et avant qu'ils le changent, voilà. Après que le groupe Méliès tente d'avoir d'autres types d'activités. Oui, je vais vous raconter un truc.
Le groupe Muliez, ils font du logement social maintenant. Ils ont Villogia. Tenez-vous bien, ils ont racheté 450 logements à Montigny-les-Cormeilles. Eh ben, moi, je ne m'en sors pas du groupe Muliez. Voilà, je ne m'en sors pas. Bon, on travaille ensemble quand même. Hein, c'est pas la guerre, sinon on n'avance pas. Mais ce sont les réalités de ces grandes puissances financières où ils réinvestissent de l'argent maintenant dans le logement social. Tout à l'heure, on parlait des salariés de Carrefour. Le gars de Carrefour, lorsqu'on l'a reçu, ils étaient là, 5, tout ça. Et le grand patron régional, hein, il me dit, mais monsieur, vous savez, je comprends ce que vous dites, tout ça, mais nous, on va être obligés de partir. Ça va faire 250 emplois. Comme ça, il me dit, mais je lui dis, c'est sur des menaces. Pas du tout, monsieur, je vous le dis. Et puis, il sait très bien que ces gens-là, c'est la ville de Montigny qui a logé les salariés de chez Carrefour. Parce qu'ils ne sont même pas capables d'alimenter le 1% patronal correctement en termes de logement. Et ces gens-là, tous ces salariés, on les a logés dans le logement social de la commune. Ce sont donc aussi des électeurs. Bah, mettez-vous à ma place. Le patron du truc qui dit, écoutez, j'ai 250 familles, si vous nous cassez les pieds, on va leur dire que vous n'êtes pas beau, vous verrez aux prochaines élections. C'est ça aussi un peu le chantage, qui est insupportable. Alors faut accepter, mais c'est ce type de débat que l'on peut avoir. Humainement, c'est difficile. Et du coup, ma question plus technique, c'était comment on fait sur une parcelle comme celle du Carrefour, par exemple, si Carrefour avait été volontaire pour bouger, pour gérer un problème que moi j'ai rencontré sur un projet un peu similaire, qui était la logistique de faire rentrer ces camions de livraison et de les faire sortir, tout en programmant du logement, avec les horaires de livraison des camions et aussi les retournements de ces camions-là. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail du projet, mais enfin, il se trouve que là, il n'y a pas trop de problème parce qu'ils ont une voie arrière de logistique, donc on touchait à rien. La première réaction, en général, ils font pas mal les idiots. Hein. Moi, je les ai vus encore à Saint-Étienne. À Saint-Étienne, qui tient la ville de Saint-Étienne? Casino. Casino a accepté que son siège reste à Saint-Étienne, qui est son siège historique. Et alors là, évidemment, c'est le plus gros employeur de la ville de Saint-Étienne. Donc il y a une mutation à l'entrée de la ville de Saint-Étienne, dont je suis en charge, et je leur ai dit tout de suite, mais pourquoi est-ce qu'on va réouvrir tout un centre commercial? Et puis Casino, qui a un très mauvais Casino du point de vue de l'image de Casino, alors que tout le monde entier vient voir les gars de Casino à Saint-Étienne, je leur ai dit, mais faites muter sur la parcelle et vous allez trouver... le premier truc qu'ils vous disent, mais... ça va arrêter le commerce 2 jours, donc ça, c'est pas possible. En réalité, on sait absolument très bien faire. Je veux dire, moi, j'ai refait les Halles, on a quasiment pas arrêté les commerces. Donc on est dans un endroit qui est pas simple. Donc on sait tout à fait chemiser les poteaux, faire une extension au-dessus. On sait faire tout ça. Et pour preuve, quand au bout de 5 ans de tergiversation, on a fait tourner tout le monde en rond en disant que non, il ne pouvait pas, tout d'un coup, parce que le type d'Angleterre qui faisait les calculs, il a dit ben non, on va refaire sur place parce que le foncier, le machin, le truc, ça ne va pas marcher. Tout d'un coup, c'était vachement possible. Donc, je veux dire, il faut être assez blindé, quoi. Il faut voilà. Mais il faut, comme dirait Chen, j'aime bien cette expression, dans un débat qu'il a dit il y a quelques années, il dit avec ces groupes-là, ils sont capables d'incorporer une nouvelle idée, mais pas deux. C'est un peu caricatural, c'est pas intellectuellement ils sont pas capables, bien entendu, mais ils sont pas capables dans les habitudes et dans le management si vous leur dites on va faire l'entrée à droite alors qu'il doit faire à gauche, mais si vous voulez dire aussi on va le faire par derrière, voilà, tout d'un coup ça devient. Voilà. Donc il faut ruser, quoi. C'est un peu comme ça que ça se passe. Et puis effectivement, il faut savoir quand c'est de la provoque, quand c'est du chantage, quand c'est du vrai chantage, quand c'est. Là, en vous écoutant, je me disais, vous décrivez très bien à quel point la situation est verrouillée. Mais du coup, si on parle de l'urbanisme commercial d'une école d'architecture, c'est qu'on estime que malgré tout, il y a des choses à faire. Non, mais on montre qu'elle bouge. Hein. Voilà. Enfin, le cinéma se fait, les logements vont se faire, le branchement sur l'autoroute, enfin, c'est 50 boulots. Quand il est venu, je lui dis que ça va être simple. C'est pas simple. Moi, aujourd'hui, je suis optimiste sur la chute. C'est le sens de l'histoire, ce qu'on propose.
il y a un mode de commerce qui, il y a un mode de commerce qui est en train de mourir. Et donc, ça ne fera pas des emplois en moins. Il y aura des emplois dans le commerce qui se restructureront autrement. Il y aura du commerce de proximité, mais la grande distribution doit revoir l'ensemble de son modèle. Vous voyez bien la discussion qu'il y a sur la malbouffe, etc., où on attribue quand même les grandes difficultés de l'agriculture française à la grande distribution. Eh bien, moi, j'assimile nos problèmes d'urbanisme avec ce type de difficultés. C'est en train de bouger parce qu'il m'a fallu 5 ans. Mais aujourd'hui, en gros, il y a Ikea d'un côté, Alinéa, Decathlon de l'autre. Donc du coup, comme il y a un échangeur, le Carrefour, la Padoie d'Arblay est complètement saturé. Donc quand on sort directement de l'autoroute, on peut pas. On va être trop... Donc on va mettre moins longtemps pour passer à la RD14. J'ai obtenu la création d'une bretelle. Donc ça va faire gagner énormément de temps. Donc il y aura moins de voitures sur la RD14. Ça, c'est sûr et certain, c'est automatique. Et donc, aujourd'hui, je sais qu'il y a des promoteurs qui sont en train de discuter avec des propriétaires de fonciers, des propriétaires de boîtes à chaussures pour racheter. Et puis on met en place avec l'agglomération du Parisis des zones tiroirs, des zones tampons pour déménager les commerces qui veulent déménager. Il est hors de question de spolier les commerçants, bien évidemment. Hein. Tout ça se retrouvera dans une équation économique. Il faut que vous imaginiez la RD14 là, comme, vous savez, sur les baleines. Vous avez des petits poissons qui se collent, qui mangent les bactéries sur les baleines. Eh bien, tous les petits commerces qui se sont mis là le long de la RD14, c'est pas du tout péjoratif hein, dans ma voix, mais ils existent parce que les gens sont obligés de passer par la RD14 parce qu'ils ne peuvent pas passer l'autoroute est saturée. Et donc on met un peu moins de temps sur la RD14. Et donc du coup, vous avez des tout petits commerces qui se sont installés. En gros, le commerçant qui s'installe là avec son tout petit commerce, il va à la pêche. Il lance un filet et il se dit, sur 30 000 bagnoles qui passent, sur 100 bagnoles, je vais peut-être avoir 1 ou 2 ou 3 clients. Mais sur la masse, c'est une rentabilité qui est très bonne, puisque une boîte à chaussures, par définition, vous le savez, ça coûte pas cher. Et il faut savoir que les propriétaires fonciers, c'est très admiré. Ce sont des toutes petites parcelles. Les propriétaires fonciers, ce sont des gens comme vous ou comme moi. Ce sont des gens qui touchent un loyer. Ce ne sont pas les grands groupes qui sont propriétaires du foncier en général. Ils sont propriétaires des murs et du commerce et ils payent de gros loyers. Donc, effectivement, c'est ce que disait David. Lorsqu'on dessine un plan comme ça, on peut faire tous les beaux dessins qu'on veut. Moi, j'en ai fait des dessins, si vous saviez, quand je voyais tout ça. Mais la réalité, ce sont des centaines, des milliers de personnes que vous impactez dans leur vie. Donc, il faut trouver des équations, il faut viser l'intérêt général et il faut être patient. Je considère que j'ai mis 5 ans pour passer une première étape. Elle est réussie. Dans 1 an et demi, dans 2 ans, la bretelle sera construite. Il y aura enquête publique, il y aura tout ça. Ensuite, ça va aller très vite. Il y a des promoteurs qui vont bientôt, qui ont acquis des parcelles. Le premier immeuble d'habitation va avoir lieu va voir le jour d'ici 2-3 ans maximum. Donc tout ça va s'enclencher. Dans 5 ans, on aura une réalité. Autre chose est le débat avec Carrefour aujourd'hui, qui est là très compliqué, mais David vous tiendra informé sûrement.